Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On vous explique tout, une émission qui a pour objectif de vulgariser le monde de la science et du plan. Aujourd'hui un thème très vaste qui sera le dérèglement climatique, les dérèglements climatiques. Et je suis tout de suite allé me balader dans les rues du Salon de l'Agriculture pour poser la question à des agriculteurs s'ils ressentaient déjà les effets du dérèglement climatique sur leur culture. On regarde tout de suite qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs qui ont des cultures, ils ressentent déjà les effets du dérèglement climatique? Ah bah oui, il n'y a pas de problème ça, c'est sûr. Ces dernières années, un coup c'est des inondations, un coup c'est une sécheresse et je pense que c'est dû un peu au dérèglement climatique. Les périodes de sécheresse, quand même, ça arrive dans certains endroits 2 ou 3 années de suite. C'est plus facile de passer des années de sécheresse que de passer des années de pluviométrie. Après, voilà, est-ce que c'est du dérèglement climatique ou est-ce que c'est les années qui font ça on ne sait pas, à voir dans les années qui suivent. Alors là, ça fait 2 ans qu'on a des conditions extrêmement humides. Et avant ça, les gens se disent oui, ça va devenir de plus en plus humide. Et les 3 années encore avant, en fait, on était en train de se dire c'est canicule sur canicule. Donc je pense que c'est plutôt cet effet yo-yo qui fait que... Qu'est-ce qu'il peut faire? Utiliser moins de pesticides, avoir des rendements plus raisonnés. On essaye de mettre des nouvelles cultures en place et de changer un petit peu nos cycles de production en sémant plus tard ou en sémant à l'inverse plus tôt. Il faut qu'on soit toujours à l'affût de toutes les nouvelles technologies. Diversification de l'assolement, changement de rotation, différents engrais verts, on essaie de faire pas mal de mélanges. Faire des réserves de substitution. Quand on est concerné, on dit c'est la faute des autres, mais tout le monde est un peu responsable, de réchauffement climatique. On l'a vu, il y a plein de témoignages différents de ces agriculteurs, mais avec nous on a un agriculteur multiplicateur de semences, Laurent Bourdil, bonjour. Bonjour. Vous, concrètement, est-ce que vous ressentez déjà en Occitanie les effets du dérèglement climatique sur vos cultures et sur la production de semences ? Oui, effectivement, depuis quelques années, on voit sur nos exploitations en Occitanie, si on part déjà de Perpignan, en remontant, moi je suis plutôt sur Castelnaudary, donc plus près de la ville du cassoulet et du haricot, et on voit bien que les productions de maraîchage ont disparu sur la partie de Perpignan. Chez nous, la partie céréalière devient plus compliquée en blé dur ou à maintenir sur le territoire, puisqu'on n'arrive plus à obtenir les rendements optimum dont on a besoin. Et donc on voit bien tout un tas de démarches de changement dans les assolements pour adapter, pour justement réguler et adapter notre revenu d'exploitation en fonction du changement climatique. Est-ce que vous avez déjà, vous, concrètement, des outils ou qu'est-ce que vous faites différemment aujourd'hui pour faire face à ces dérèglements climatiques et puis pas que vos rendements s'effondrent pour que vous en sortez toujours en gagnant de l'argent en étant agriculteur? Aujourd'hui, effectivement, on a déjà revu notre assolement en répartissant en faisant une répartition différente sur l'assolement, c'est-à-dire entre oléagineux, tournesol, colza, avec du soja, avec des pois chiches, des cultures qui sont un peu plus nouvelles, marché de niche, qui sont plus résistantes à la sécheresse. J'ai des voisins qui font de la lentille. On va sur des productions moins gourmandes en eau et plus résistantes aux effets de coups de chaud et parallèlement aux excès de pluie qu'on peut voir par période, quoi. Et ensuite, on a aussi, mais on en parlera certainement plus tard, d'autres alternatives qui sont parallèles à l'agriculture. Franck Prunus, vous êtes directeur des services à la filière chez Semae. La filière, est-ce qu'elle résiste déjà, est-ce qu'elle ressent déjà des effets du dérèglement climatique et est-ce qu'elle résiste déjà ? Oui, bonjour. C'est clair. Ce que vient d'expliquer Laurent sur son exploitation, c'est ce que vivent une grande majorité des agriculteurs, donc aussi les agriculteurs multiplicateurs de semences. Et donc, c'est forcément un sujet sur lequel on se penche fortement en tant qu'interprofession, puisqu'on a une exigence de garantir en quantité et en qualité les productions de semences pour permettre à tous les agriculteurs français de continuer à semer. Donc c'est normal, c'est un enjeu qu'on a pris à bras-le-corps depuis plusieurs années. Quand vous dites que c'est un enjeu que vous avez pris à bras-le-corps, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y a différents éléments. D'abord, dans notre fonctionnement de notre interprofession, on a des groupes qui réfléchissent par groupe d'espèces à des solutions technologiques, des solutions agronomiques qui peuvent répondre à ces problématiques. Donc là, on ne va pas les détailler puisqu'elles sont généralement assez spécifiques au groupe d'espèces. Et puis, collectivement, on a essayé aussi de travailler à une modélisation de ces conséquences
sur l'avenir, avec se donner un peu de visibilité, puisque même si le réchauffement ou le dérèglement climatique est déjà présent dans les exploitations, ça n'est qu'un début et il est important d'essayer de le calibrer, de le qualifier en regardant demain et même après-demain. Quand on dit après-demain, c'est se projeter à moyen terme, on dirait ça. C'est quelle période? Sur quelle période vous essayez de... Alors, c'est toujours assez difficile parce que plus on s'éloigne dans le temps, plus on perd en fiabilité. Mais aujourd'hui, on a travaillé des outils qui nous permettent de se projeter jusqu'à peu près 2050. Et ça veut dire quoi, se projeter? On entendait certaines personnes qui disaient qu'ils changent leur culture. Est-ce que c'est donner, dire à surveiller les agriculteurs et puis leur dire, ben, écoutez, vous, on vous conseille moins le maïs, plutôt le sorgho? Qu'est-ce que c'est ces solutions? Alors, on ne conseillera rien. On va simplement essayer de faire une analyse et mesurer les éléments factuels de ce qui va arriver. Après, chacun prendra ses décisions sur son exploitation. Mais concrètement, ce qui est intéressant à travers ces travaux qu'on a menés, c'est de mesurer où sont les conséquences, de quelle nature elles sont. On voit avec ces approches-là le fait que d'une région à une autre, et je dirais même d'une microzone à une autre, qui peuvent être très proches les unes des autres, les conséquences ne sont pas forcément les mêmes, ne sont pas forcément à la même période et ne sont pas non plus dans le même temps d'avenir. Certains ont déjà pratiquement connaissance du problème, guère plus qu'il ne sera demain. D'autres n'ont rien vu arriver encore par rapport à ce qui les attend. Et en plus de ça, ça demande une analyse encore plus fine puisque les conséquences vont être totalement différentes suivant les typologies d'espèces. Est-ce que ça rassure aussi les agriculteurs comme Laurent de leur dire, mais écoutez, le terroir ne va pas forcément tellement changer, on va adapter les variétés à produire, mais on imagine bien que la région de Castelnaudary ne pourra pas se priver de haricots. Je leur souhaite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil-là, on mesure les éléments, et comme on n'est pas Madame Irma, on mesure les éléments si rien ne change. Il est évident que le but du jeu d'un exercice comme ça, c'est de se donner les moyens de trouver les solutions pour éviter que ça arrive. Donc on est juste à l'aube des solutions à trouver. On a identifié les problèmes. Maintenant, on va essayer d'analyser et chacun pourra développer sur ses problématiques, sur ses espèces et ses territoires, les solutions à apporter. Tout l'intérêt pour nous, c'est d'être en capacité de dire à un acteur de la filière semences, qu'il soit agriculteur multiplicateur ou entreprise de production de semences ou obtenteur, quelles sont les problématiques qu'il va rencontrer sur une zone donnée, une espèce donnée, à un temps donné. Et nous avons basé toute notre analyse sur des données aussi fiables que possible, puisqu'on allait chercher les scénarios climatologiques du GIEC. Laurent, quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que CMA vous conseille, CMA vous donne des pistes pour éviter justement que les pertes de rendement et peut-être vous orienter plutôt vers tel ou tel type de production de semences à faire? Oui, effectivement, aujourd'hui, au sein de CMA, de l'interprofessionnel des semences, où je suis activement présent pour travailler pour l'avenir de nos métiers de l'agriculture, on travaille depuis plusieurs années sur ce dossier-là par rapport au changement climatique, parce qu'il faut savoir que le pas de temps pour adapter nos variétés à chaque situation, qui peut varier en fonction des évolutions climatiques qu'on peut avoir. Pour créer une variété, il faut entre 6 et 10 ans, on va dire, selon l'espèce. Donc il faut travailler activement aujourd'hui pour sélectionner des variétés, pour les adapter à des territoires et des micro-territoires, comme l'a dit Franck, puisque selon l'espèce, on pourra peut-être que du tournesol se fera plus au-dessus de Bordeaux à la place de la vigne, que là où on avait de la vigne, nous en Occitanie, on aura des oliviers ou des amandiers ou des agrumes, des oranges ou des citrons. Moi, je vois à quelques kilomètres de chez moi, il y a des productions de grenades, de citrons qui ont été lancées. Donc on est déjà activement dans la démarche, sauf qu'il faut savoir que économiquement parlant, pour les exploitations, quand on plante des arbres comme des oliviers ou des agrumes, il faut 3-4 ans avant que ça rentre en production. Le coût de la plantation est relativement conséquent. Donc il faut assurer les 4 ans de transition. Donc, il faut qu'on soit accompagné par nos ministères et par l'Europe pour adapter l'agriculture à ce changement. Et il faut que toutes les structures, et qu'on travaille activement au sein de CMA, soient actifs et pro-acteurs et initiateurs de nouvelles idées. Pourquoi pas mettre de l'arachide? C'est des dossiers qu'on entend récemment. Et d'adapter nos espèces au terroir, quoi. Franck Prunuche, je vous laisse réagir à ce qu'un agriculteur concrètement sur le terrain ressent. Qu'est-ce que ça vous fait penser et qu'est-ce que vous sentez
je peux dire capable, avoir les épaules et accompagner. On entend un delta de 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas trop lent pour trouver des solutions avec, qu'on le voit dans le reportage où des gens ont l'air de dire ça s'accélère? Alors, la réponse sur est-ce qu'on a les épaules, l'avenir nous le dira, mais ça fait plus de 60 ans que cette interprofession existe. Je pense qu'elle s'est confrontée à déjà pas mal de challenges quand on voit les évolutions que l'agriculture a connues depuis. Mais clairement, on est devant un des majeurs qu'on n'ait jamais connus. Donc là, il y a un vrai travail et c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble à résoudre ce problème parce qu'on sait très bien que la solution, elle n'est pas unique. Elle est multifactorielle. Mais pour pouvoir apporter les solutions sur le terrain, il faut déjà avoir justement finement analysé. Par exemple, quand on est en capacité, je pense que ça peut être très utile pour n'importe quel acteur de la filière, quand on est en capacité de leur dire que la problématique en termes de risque avéré pour une espèce donnée va être plutôt de telle nature que telle autre, sachant que quand on prend les témoignages de vos démissions, on les a vus, les problématiques, elles peuvent être très différentes. Ça peut être trop chaud, trop froid, ça existe encore parce que c'est pas parce qu'il va y avoir un dérèglement climatique qu'il n'y aura pas des coups de gel de fin de printemps. On va avoir des problématiques d'eau, mais dans les deux sens. Ça peut être sécheresse, ça peut être inondation. Et ça, c'est un travail. Gelée tardive aussi. Tout à fait. Tout est encore totalement vrai. Mais ça a aussi des conséquences sur l'arrivée des maladies, des ravageurs. La période, les nouveaux, par exemple, ça fait quelques années qu'on voit arriver les premiers vols de criquets pèlerins en Italie. Quand est-ce que ça arrivera sur la France? C'est une réalité. Et ça, pour ça, il faut préparer. Et notre approche à nous, elle est d'essayer de permettre à cette filière de fournir les variétés qui demain pourront participer, et je ne dis pas répondre à tout, mais participer à apporter des réponses face à ça. Et comme l'a dit Laurent, il faut une dizaine d'années. Donc on s'y est pris aussi vite que possible pour donner la matière à nos professionnels, aux entreprises qui créent ces variétés, puis aux acteurs qui les produisent, de pouvoir assurer que cette solution apportée par les variétés, en tout cas c'est une des solutions, mais nous on est en charge de celle-là, elle pourra être mise en temps et en heure un peu partout sur le territoire. Vous avez parlé d'un simulateur, et ce simulateur, est-ce qu'il est en accès libre? Est-ce qu'il faut... il donnerait des informations à des agriculteurs concrètement géolocalisés sur leur terrain, et c'est ça c'est le but de ce simulateur? Alors, il est assez puissant, mais il ne faut pas faire rêver non plus. On n'ira pas jusqu'à la parcelle. Là, ça tiendrait du miracle. Par contre, ça permet quand même d'avoir des éléments assez forts qui permettent d'orienter sur des zones géographiques assez serrées. En gros, on peut découper le territoire sur une cinquantaine de zones. Donc on est à l'échelle, en gros, du département, pour simplifier. Ça donne quand même des tendances. Ce que je voudrais préciser, c'est que ça donne aussi des tendances pour trouver des opportunités. On n'est pas là uniquement pour analyser les problèmes. On voit aussi des opportunités. Par exemple, sur la production de semences. Aujourd'hui, la production de semences, 95% de la production est faite sur à peine la moitié du territoire français. Demain, il y a des zones en France qui ne produisent pas de semences, mais qui vont devenir favorables à cette production. Donc on a aussi des opportunités. Et dernier point, c'est aussi la possibilité, avec ce genre de travail, d'analyser les potentialités pour des nouvelles espèces. Puisque au même titre, on voit arriver des ravageurs. Laurent l'a cité, on a parlé d'espèces comme l'olivier, le citronnier ou autres, mais dans les culture, je dirais annuelle, on va voir aussi certainement des choses arriver et on a cette possibilité avec cet outil de trouver les bonnes zones et de voir est-ce qu'il est possible en France de se mettre à produire des semences correspondant à ces besoins qu'auront les agriculteurs demain. Cet outil, c'est la version 2, d'après ce que j'ai cru comprendre. Quelles sont les différences majeures avec l'outil de la précédente version? Alors cet outil, on l'a travaillé avec un partenaire qui est AXA Climate, dont le but du jeu est de gérer une logique de risque. Puisqu'en gros, on peut simplement dire si le risque va être fort, faible. Et tout l'intérêt de ce deuxième outil tel qu'on est en train de le travailler, c'est non seulement de pouvoir identifier les risques, mais ça va être de pouvoir les simuler et de tester sujet par sujet. Si demain, je peux avoir une variété qui est semée 8 jours plus tôt, est-ce que ça va diminuer le risque? Est-ce que ça va l'augmenter? Si demain, j'ai une variété qui est plus résistante à ceci ou moins à cela, on va pouvoir ainsi de suite affiner et pouvoir surtout faire de l'analyse locale par espèce et par type de risque. Quand moi je vous écoute, c'est presque les Sims, un jeu vidéo qui est très connu, mais est-ce que c'est, je ne vais pas dire ludique, mais est-ce que la gamification un petit peu permet de trouver des solutions? Alors non, je vais être très clair, ça n'est qu'un outil au service d'une filière et ça n'enlèvera jamais le fait que, la décision ne se fait pas par rapport à un outil qui a des réalités agronomiques, qui a des réalités de terrain. Je pense que Laurent pourrait témoigner là-dessus, c'est d'abord et avant tout la décision de l'agriculteur face à sa charrue et à son semoir dans son champ.
Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'aimerais aussi juste mettre une émission en avant qu'on aura demain, où on va aussi parler de cette projection dans l'avenir, mais un petit peu indépendamment de la météo. Je laisse peut-être nous dire en une phrase pourquoi il faut être là demain pour parler d'autres enjeux que le dérèglement climatique. Ah, parce que l'avenir, il n'est pas fait heureusement que de dérèglement climatique. On a d'autres éléments qui nous permettent de réfléchir à demain, et que demain, on parlera des autres éléments de prospective qui nous entourent sur notre filière. Laurent, est-ce que vous avez une dernière souhait, une dernière sollicitation à Franck? Je dirais simplement que faut savoir que tous les agriculteurs, quel que soit le modèle qu'ils ont, qu'ils soient tous rassurés que CEMAE, l'interprofession, avec toutes les entreprises qui travaillent à l'intérieur, travaillent activement pour relever le challenge et les accompagner dans ce changement, et qu'il y aura toujours besoin d'une bonne et d'une belle ferme France pour assurer la souveraineté alimentaire de notre belle France. Voilà. Merci beaucoup. Moi, il me reste à vous dire à demain pour la suite de cette émission avec un peu plus de prospective autre que le dérèglement climatique. Restez parce que tout de suite, c'est Poussons le débat. À tout à l'heure.